Si vous avez grandi dans une ferme française, vous connaissez cette couleur. L'orange Renault sur le vert d'un pré. Le D22 devant la grange, le grand-père perché dessus, et ce claquement sec du diesel à air dans le matin froid. Un martèlement franc qu'on reconnaissait à l'oreille, les yeux fermés. À son apogée, Renault avait livré près de 770 000 tracteurs sur les 5 continents, sortait 100 machines par jour et régnait en numéro 1 des champs de France. Ce tracteur avait tout survécu. Survécu à la mort de son fondateur, à la nationalisation, aux bombes. Survécu au choc pétrolier, à l'assassinat d'un patron, à la quasi-faillite de sa maison mère. Et puis, après près de 50 ans, l'orange a disparu des chaînes du Mans. Comment une couleur qui régnait sur toutes les campagnes de France a-t-elle pu, tout simplement, s'effacer? Et pourquoi, ce jour-là, personne n'a-t-il fermé l'usine? Chapitre 1. Le char qui devint charrue. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par un homme pressé. Un homme qui ne supportait pas de voir une main immobile, une heure gaspillée, un geste répété sans raison. Il s'appelait Louis Renault, il était né en 1877 et il avait une formule qu'il répétait, comme d'autres récitent une prière. Un maximum de produits dans un minimum de temps, avec le minimum d'efforts. Ce n'était pas une phrase de conférence, c'était sa manière de regarder le monde, et il allait l'imposer à toute une industrie. Il faut comprendre d'où venait cet homme, parce que tout le reste en découle. Louis Renault n'était pas un héritier, c'était un bricoleur de génie, un obsédé de la mécanique, un fils de la bourgeoisie parisienne qui, au lieu de vivre de ses rentes, s'était enfermé dans un cabanon au fond du jardin familial de Billancourt pour y monter, de ses propres mains, une petite voiture. À la toute fin du siècle, cette voiturette gravit une rue en pente de Paris, là où l'on croyait qu'aucun moteur n'y parviendrait. Ce jour-là, il rentra chez lui avec une douzaine de commandes. L'homme qui allait, un demi-siècle plus tard, donner à la France son tracteur national, avait démarré dans une cabane, avec de la limaille sous les ongles. Il ne l'oublia jamais. Toute sa vie, il resta un homme d'atelier autant qu'un patron, capable de reprendre une pièce à la main pour montrer à un ouvrier comment elle devait être faite. Ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement le talent, c'était l'obsession de la méthode. Renault avait regardé du côté de l'Amérique, du côté des chaînes de Ford et des chronomètres de Taylor, et il en avait ramené une conviction brutale. Le temps était de la matière. Chaque seconde arrachée à un geste inutile était une richesse. Cette philosophie, il l'appliqua d'abord à l'automobile. Puis, comme tous les grands industriels de son espèce, il voulut davantage. Il voulut la terre. Au tournant du siècle, Louis Renault était déjà l'un des plus grands noms de l'automobile française. Mais l'automobile ne suffisait pas à cet homme-là. Dans la boucle de la Seine, à Erqueville, dans l'Eure, il s'était constitué un vaste domaine. Plusieurs fermes, des centaines d'hectares dont les sources ne s'accordent pas sur le nombre exact, tantôt 800, tantôt beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est qu'il possédait là quelque chose de rare pour un industriel. Un champ à lui, sous ses propres bottes, où il pouvait essayer des idées avant de les vendre au reste de la France. C'est là, en septembre 1918, qu'il épousa Christiane Bouler. Et c'est là, quelques mois plus tôt, dans la boue de ses propres terres, que la première étincelle du tracteur Renault avait jailli. Il faut se souvenir de ce qu'était la campagne française en 1918. La Grande Guerre l'avait vidée. Les hommes étaient au front ou sous la terre. Les chevaux, réquisitionnés par centaines de milliers, ne revenaient pas non plus. Les champs restaient à labourer, les récoltes à rentrer, et il n'y avait plus ni bras ni bêtes pour le faire. La France avait faim, et la France manquait de force motrice. Or, Louis Renault, lui, avait passé 4 années à fabriquer de la force motrice pour une toute autre raison. La guerre. Car c'est ici qu'apparaît le premier fait que beaucoup ignorent. Le nom de Louis Renault n'est pas seulement lié à l'automobile. Il est lié au char. Avec un ingénieur du nom de Rodolphe Ernst Metzmayer, Renault avait conçu le char léger FT, un engin qui allait changer la face de la guerre moderne.
Songez à ce qu'il fallait d'audace pour cela. Les états-majors rêvaient de forteresses roulantes, de mastodontes d'acier. Renault, lui, fit l'inverse. Petit, léger, agile, 2 hommes seulement à l'intérieur, une tourelle qui pivotait sur 360 degrés et des chenilles qui mordaient la boue des tranchées. Plus de 3000 exemplaires sortirent des ateliers de Billancourt. Le FT contribua à briser les lignes allemandes en 1918. Et l'homme, qui avait su faire avancer un engin blindé à travers un champ retourné par les obus, se posa naturellement la question suivante. Si une machine chenillée pouvait traverser un no man's land, pourquoi ne traverserait-elle pas un champ de betteraves ? Le 25 janvier 1918, dans sa ferme d'Erqueville, Louis Renault lança des essais grandeur nature. Pas dans un bureau, pas sur un plan, dans la boue, sous le ciel gris de l'heure, avec de vraies roues et de vrais socs. L'année suivante, en 1919, sortit le premier tracteur Renault, le type GP. Et voici le détail qui fait sourire les historiens. Ce tracteur, on l'assembla à Billancourt, dans l'atelier que les ouvriers appelaient l'artillerie, les chaînes mêmes sur lesquelles on avait construit les chars. Par les mains du département 14, celui du char FT. La légende était donc écrite d'avance. Le char français était devenu charrue française, sur la même chaîne, par les mêmes ouvriers, dans le même vacarme. Mais la légende, comme souvent, simplifie, et l'honnêteté d'un conteur commande de le dire. Plusieurs spécialistes soutiennent aujourd'hui que le type GP ne descend pas mécaniquement du char FT. Sa vraie inspiration serait plutôt américaine. Un tracteur Claytrack, un modèle venu d'outre-Atlantique, que Renault fit acheter pour l'étudier de près, le démonter, en comprendre les organes. La preuve la plus troublante tient à un détail. Le moteur du GP est à l'avant, alors que celui du char FT était à l'arrière. La filiation entre le char et le tracteur est donc réelle, profondément réelle. Mais elle est industrielle et humaine, pas mécanique. Ce sont les mêmes ateliers, le même savoir-faire chenillé, la même obstination d'un seul homme. Ce n'est pas le même moteur. Et cette nuance, loin d'affaiblir l'histoire, la rend plus vraie. Louis Renault n'a pas transformé un char en tracteur d'un coup de baguette. Il a pris ce qu'il avait sous la main, un atelier, des hommes, un savoir-faire né de la guerre, et il l'a patiemment tourné vers la terre. Le type GP fut produit à 425 exemplaires. Un moteur 4 cylindres à essence de 4536 cm3, 20 à 30 chevaux. Ce n'était pas un triomphe commercial. Le paysan français de ces années-là se méfiait de ces machines chères, compliquées, qui tombaient en panne loin de tout mécanicien. Le GP ne fut pas un succès. Ce fut un commencement. Et pour un homme comme Renault, un commencement raté n'était qu'une leçon avant le suivant. Et quelle leçon ? Le GP avait échoué non parce qu'il manquait d'ingéniosité, mais parce qu'il en avait trop. Trop compliqué, trop cher, trop éloigné du monde qu'il prétendait servir. Le paysan français des années 20 n'avait ni argent à jeter par les fenêtres, ni mécanicien à demeure, ni patience pour une machine qui le laisserait en rade au beau milieu d'une fenaison. Ce qu'il voulait, c'était une bête de somme en acier. Simple, franche, réparable avec les outils qu'il avait déjà dans sa grange. Louis Renault comprit cela mieux que personne, et cette compréhension devint le fil rouge de tout ce que son entreprise fabriquerait pendant un demi-siècle. Un bon tracteur n'était pas le plus savant, c'était celui qui repartait toujours. Retenez cette idée parce qu'elle est la clé secrète de toute l'histoire. Le jour où Renault s'y tiendrait avec une rigueur absolue, il donnerait à la France sa machine la plus aimée. Et le jour, bien plus tard, où il l'oublierait pour courir après la puissance et l'électronique, il commencerait à perdre ses paysans. Il enchaîna donc avec cette obstination méthodique qui était toute sa marque. En 1921, le type HO abandonna les chenilles pour les roues. Plus simple, moins cher, mieux adapté aux paysans qui devaient l'entretenir seul un soir d'hiver au fond de sa grange. En 1926, le type PE franchit une étape symbolique. Ce fut le premier vrai tracteur Renault qui ne devait plus rien au char, conçu pour la terre et pour elle seule. Puis, en 1932, une première française,
le type VI, premier tracteur français équipé d'un moteur diesel. Il faut mesurer ce que cela voulait dire. Le diesel, c'était l'avenir du travail lourd. Plus économe, plus endurant, plus adapté aux longues journées de labour. Renault le comprit avant les autres. L'année suivante encore, en 1933, arrivèrent les pneumatiques, qui remplacèrent les roues cerclées de fer et changèrent la vie de ceux qui passaient leur journée assis dessus, secoués sur des chemins de terre. L'historien Patrick Friedenson, qui a consacré son œuvre à l'histoire des usines Renault, a montré combien cette montée en compétence fut lente, tâtonnante, faite d'échecs répétés autant que de percées. Rien, dans ce parcours, ne fut évident. Mais à la fin des années 30, le chemin parcouru était considérable. En 1938, Renault produisait une quarantaine de tracteurs par mois, et il était déjà le premier constructeur de tracteurs de France. Le fils du char régnait sur les champs. Personne, à ce moment-là, ne se doutait que la vraie histoire, celle de l'orange dans les prés, celle de l'usine géante et de sa disparition, n'avait pas encore commencé. Car pour qu'elle commence, il fallait un lieu, il fallait une usine. Et cette usine, Louis Renault était déjà en train de la faire naître, très loin de Billancourt, dans un coin de la Sarthe que personne n'avait jamais associé à l'industrie. Chapitre 2. Les Landes du Mans. Imaginez le sud du Mans en 1920. Des landes, de la bruyère, des ajoncs, une terre pauvre que les paysans du coin jugeaient à peine bonne à faire paître quelques moutons. Rien, dans ce paysage, n'annonçait qu'un demi-siècle plus tard, 100 tracteurs par jour en sortiraient. Rien, sauf le regard d'un homme qui savait acheter du terrain là où il ne coûtait presque rien et voir grand là où les autres ne voyaient que des agents. Cette année-là, Louis Renault acquit 237 hectares de ces landes. Le chiffre nous vient d'une source de tout premier ordre, une géographe du nom de Jeanne Dufour, qui étudie à l'usine du Mans de près et dont les travaux restent, aujourd'hui encore, la meilleure fenêtre que nous ayons sur ce que fut cette usine dans sa chair et dans ses hommes. 237 hectares de rien. C'est là que Renault allait poser la troisième grande pièce de son empire industriel. Après Billancourt, le vaisseau amiral de la Seine, et après Cléon. Il ne se pressa pas, et c'est un paradoxe pour un homme si pressé. Les premiers bâtiments ne sortirent de terre qu'à partir de 1936. Le côté usine-tracteur, lui, ne démarra vraiment qu'en 1938, l'année même où Renault devenait le premier tracteur de France. Le calendrier n'est pas un hasard. Renault construisait le Mans parce que le tracteur, enfin, marchait. Il fallait un lieu à sa mesure, et Billancourt, saturé d'automobiles, débordant de camions, ne pouvait plus l'accueillir. Alors on bâtit dans la bruyère. On traça des rues, on coula des dalles, on éleva des halles là où 10 ans plus tôt, il n'y avait que le vent de la Sarthe. Et là se joue quelque chose que le reste de la France n'a jamais tout à fait compris. L'Ouest n'était pas une terre d'industrie. Ce n'était pas la Lorraine de l'acier, avec ses hauts fourneaux qui embrasaient le ciel. Ce n'était pas le nord de la mine, avec ses corons et ses terrils. Ce n'était pas la banlieue rouge de Paris, avec ses cortèges et ses grèves. C'était un pays de fermes, de bocages, de haies et de petites exploitations familiales. Quand Renault planta son usine dans les Landes de la Sarthe, il ne fit pas venir des ouvriers d'ailleurs. Il aspira la paysannerie qui était déjà là. Il faut s'arrêter sur cette idée, parce qu'elle est le cœur secret de toute cette histoire. Les fils des fermes sartoises quittèrent la charrue de leur père pour la chaîne de montage. Et sur cette chaîne, ils construisirent les tracteurs qui allaient remplacer cette même charrue dans ces mêmes fermes. Le paysan de la Sarthe fabriquait, de ses propres mains, la machine qui allait libérer son cousin resté à la terre. C'est l'une des plus belles ironies de tout ce récit, et l'une des plus douces. L'usine ne s'opposait pas à la campagne. Elle en était le prolongement, l'atelier, la forge. Le matin, la sirène appelait des hommes qui, la veille encore, connaissaient l'odeur de l'étable mieux que celle de l'huile de coupe. Il y avait, derrière ce choix d'implanter une usine dans un désert agricole, une logique que la France allait ériger plus tard en politique d'État, la décentralisation industrielle. On ne voulait plus tout entasser autour de Paris, dans une région déjà saturée d'ateliers, de cheminées et de conflits.
On voulait porter le travail là où il n'y en avait pas, fixer les hommes sur place, éviter l'exode. Renault, en visionnaire, l'avait fait avant l'heure, par simple instinct de bâtisseur. Et la Sarthe, qui n'avait jamais entendu une sirène d'usine, apprit à vivre au rythme du Mans. Chaque année, le site s'étendait un peu plus dans les Landes. De nouvelles halles, de nouveaux ateliers, de nouvelles chaînes. Ce qui n'était qu'un pari sur de la bruyère devenait, halle après halle, l'un des plus grands ensembles industriels de tout l'Ouest français. Les paysans qui, enfants, avaient gardé les moutons sur ces terres pauvres, voyaient monter, à la place, des murs de briques et de béton où travaillaient désormais leurs fils. Cette continuité entre la ferme et l'atelier n'était pas qu'une jolie image. Elle expliquait le tracteur lui-même. Un homme qui a grandi les mains dans la mécanique agricole, qui a vu son père jurer devant une faucheuse cassée un jour de moisson, c'est exactement ce dont un paysan a besoin. Une machine simple, robuste, qu'on répare soi-même, sans appeler personne, sans attendre 3 semaines une pièce de rechange. Le tracteur Renault portait en lui l'ADN de ceux qui le fabriquaient. Ce n'était pas une abstraction dessinée dans un bureau parisien. C'était l'outil d'un monde qui se comprenait lui-même, pensé par des fils de paysans, pour des paysans. Pour un jeune homme de la Sarthe, ce passage de la ferme à l'usine était un monde entier basculé en une nuit. Hier encore, il rythmait ses journées sur le soleil, les bêtes, les saisons. Le lendemain, c'était la sirène, la pointeuse, la cadence, le contremaître. Il fallait apprendre un autre temps, celui du chronomètre et non plus celui du ciel. Beaucoup, les premiers mois, gardaient encore un lopin, quelques poules, un cochon à l'engrais, un pied à l'usine, un pied à la terre, comme pour ne pas trahir tout à fait le monde d'où ils venaient. Mais la paye tombait chaque mois, régulière, sûre, ce que la ferme n'avait jamais offert. Et peu à peu, la Sarthe rurale se fit ouvrière, sans cesser d'être paysanne dans l'âme. C'est cette double appartenance, ce mélange de terre et d'acier, qui donna à l'usine du Mans son caractère si particulier. Et à ses tracteurs, peut-être, cette justesse que les paysans reconnurent d'instinct. Mais l'histoire, la grande, allait s'inviter dans les Landes du Mans. Car pendant que l'usine sortait de terre, la guerre revenait. Et cette fois, elle n'allait pas seulement vider les campagnes de leurs hommes et frapper les usines de ses bombes. Elle allait engloutir le fondateur lui-même et le livrer à l'opprobre. L'homme du char, l'homme d'Erqueville, allait connaître une fin que personne, en 1938, n'aurait osé imaginer. Chapitre 3. L'usine de l'État. Il faut maintenant raconter la partie la plus sombre du commencement. Celle qu'on préférerait ne pas dire, et qu'il serait malhonnête de taire. Sous l'occupation, les usines Renault travaillèrent pour l'Allemagne. Des camions, des pièces, du matériel sortirent de Billancourt pour l'armée qui occupait le pays. Les avions alliés le savaient, et Billancourt fut bombardé, lourdement, tuant des ouvriers français au passage. Aux yeux de la France qui se libérait, Louis Renault était un homme qui avait collaboré. Le 23 septembre 1944, il fut arrêté. Un mois plus tard, le 24 octobre 1944, il mourut à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, à Paris, avant même d'être jugé. L'homme du char, l'homme du tracteur, l'homme d'Erqueville s'éteignit dans le déshonneur, sa cause jamais tranchée par un tribunal. On peut débattre encore aujourd'hui de sa responsabilité, de ce qu'il aurait pu faire ou refuser, de la marge d'un patron sous l'occupation. Ce sont des débats d'historiens, et ils ne sont pas clos. Ce qui n'est pas discutable, en revanche, c'est ce qui arriva ensuite à son œuvre. Car la mort de Louis Renault ne fut pas seulement la fin d'un homme, ce fut la naissance de toute autre chose. Le 27 septembre 1944, Louis Renault était encore en vie, mais emprisonné, le Conseil des ministres décida la réquisition de ses usines. Un homme fut nommé pour les administrer, Pierre Le Faucheux. Retenez ce nom. Ingénieur, résistant, homme de conviction et d'autorité, Le Faucheux n'était pas un liquidateur venu solder un héritage encombrant. C'était un bâtisseur. Il allait prendre une entreprise frappée d'infamie, à moitié détruite par les bombes, et en faire le fleuron industriel de la République. Puis, le 16 janvier 1945,
une ordonnance scella le destin de la maison, la nationalisation. Renault devint la Régie nationale des usines Renault. La Régie, propriété de l'État français. Arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifie, car c'est le fait qui rend cette histoire différente de toutes les autres. Pendant un demi-siècle, le tracteur orange qui allait envahir les campagnes françaises ne serait pas le produit d'une entreprise privée ordinaire. Il serait le produit d'une entreprise d'État. Le paysan qui achetait un Renault achetait, sans toujours le savoir, un morceau de la République. La charrue mécanique de la France était devenue, littéralement, une affaire nationale. Un outil du pays, fabriqué par le pays, possédé par le pays. Ce détail, en apparence purement administratif, décidera de tout à la fin de l'histoire. Une entreprise d'État peut être sauvée par l'État. Elle peut aussi, un jour, être jugée non stratégique par lui et vendue. Mais nous n'en sommes pas là. Nous en sommes aux ruines à relever. Il faut s'attarder sur Pierre Le Faucheux, parce que sa vision allait marquer l'usine du Mans bien après lui. Cet homme ne voyait pas la régie comme une entreprise ordinaire tenue au seul rendement. Il la voyait comme une démonstration. La preuve qu'une entreprise appartenant à la nation pouvait être aussi moderne, aussi bien gérée, aussi conquérante que n'importe quelle firme privée, et plus juste avec ses ouvriers. Sous son autorité, Renault deviendrait le laboratoire social de la France d'après-guerre. Les accords qui y furent signés, les avantages qui y furent conquis, servirent souvent de modèle au reste du pays. Le paysan qui achetait un tracteur du Mans ne le savait pas toujours, mais il achetait le produit d'une usine où l'on inventait, en même temps que des machines, une certaine idée du travail. C'était le contrat que la Libération avait passé avec le monde ouvrier. Le tracteur orange en était l'un des fruits les plus concrets. Car l'usine du Mans, elle aussi, avait souffert de la guerre. Les bombardements alliés de 1943 l'avaient frappée. Il fallait la relever, la remettre en marche, redonner du travail aux hommes de la Sarthe qui rentraient des camps, des chantiers, de la captivité. Et c'est ce que fit la Régie, méthodiquement, atelier après atelier. On organisa le site en grands domaines, chacun avec son odeur et son bruit propre. La fonderie, où le métal en fusion coulait dans les moules, les organes mécaniques, où l'on paillait les engrenages, l'atelier bois, la peinture et la fabrication des tracteurs. Bientôt, ce fut la totalité des tracteurs Renault qui sortit du Mans. Le site devint le cœur agricole du groupe, sa capitale du tracteur, le troisième pilier de l'Empire, après Billancourt et Cléon. La croissance de l'emploi raconte à elle seule cette renaissance. Les chiffres, là encore, viennent de Jeanne Dufour, et ils sont éloquents. En 1943, dans les décombres, l'usine comptait 2000 ouvriers. En 1950, ils étaient 3600. Un an plus tard seulement, en 1951, 5114. En quelques années, une ville industrielle avait germé dans les Landes, avec ses horaires, sa sirène qui déchirait le petit matin, sa cantine où l'on mangeait chaud à midi, et cette pulsation particulière qui fait qu'une usine n'est jamais seulement un lieu de travail. C'est un rythme qui organise la vie d'une région entière autour de lui. L'heure du réveil, l'heure du quart d'entreprise, l'heure où les femmes savent que le mari va rentrer. Et le moment ne pouvait être mieux choisi, car la France agricole était à la veille d'une transformation sans précédent. Au lendemain de la guerre, l'aide américaine du plan Marshall se déversa sur le pays. Des dollars, des machines, et par-dessus tout, une idée. La ferme française devait se mécaniser, vite, pour nourrir un continent affamé et rattraper son retard. Là où, avant-guerre, le cheval régnait encore sur l'immense majorité des exploitations, le tracteur devint soudain l'objet du désir de tout un monde paysan. Les concours agricoles se remplirent de machines rutilantes. Les foires de campagne exposaient, à côté des bêtes, ces engins qui promettaient de faire en une matinée ce qui prenait autrefois 3 jours. Renault, premier constructeur de France, se trouvait exactement au bon endroit, au bon moment, avec la bonne usine. Il ne lui manquait plus qu'à produire assez et à produire juste. C'est dans ce contexte que la gamme d'après-guerre se déploya. Les tracteurs de la série 3040, puis 3042, portèrent la marque Renault dans des dizaines de milliers de cours de ferme. Le relevage hydraulique, encore rare et précieux, devint peu à peu un argument de vente irrésistible. Plus besoin de descendre pour manœuvrer l'outil,
plus besoin de se briser le dos. Et derrière chaque tracteur vendu, tout un réseau se tissait. Des concessionnaires dans les chefs-lieux, des agents dans les bourgs, des mécaniciens qui apprenaient par cœur les entrailles de ces moteurs. Acheter un Renault, ce n'était pas seulement acheter une machine. C'était entrer dans une famille technique, avec quelqu'un, quelque part, capable de vous dépanner un dimanche de moisson. Cette confiance-là ne se fabrique pas en un jour. Elle se construisit, tracteur après tracteur, tout au long des années 50. En 1950, la régie fit un choix lourd de conséquences, même si personne ne pouvait le mesurer alors. Elle transféra au Mans une partie de la fabrication des pièces lourdes de ses automobiles, celle de la Frégate, de la 4 chevaux, puis de la Dauphine. L'usine agricole devenait aussi une usine d'organes automobiles. Sur le moment, ce mariage était une force. Il ancrait le Mans au cœur du groupe. Il diversifiait le travail. Il protégeait l'emploi contre les caprices d'un seul marché. Personne ne pouvait deviner que, des décennies plus tard, ce serait précisément l'automobile, sa crise, sa soif d'argent, ses priorités, qui viendraient affamer le tracteur et décider de sa mort. Mais gardons cette pensée pour plus tard. En 1950, sous le soleil de la reconstruction, le mariage était heureux. Il faut dire un mot des hommes qui firent tourner cette usine, car ils n'étaient pas ceux qu'on imagine quand on pense aux grandes usines françaises de l'après-guerre. À Billancourt, dans les mêmes années, une part immense des ouvriers spécialisés venait d'ailleurs, d'Afrique du Nord notamment, dans des proportions que les historiens ont soigneusement établies. Le Mans, non. L'historienne Laure Pitty l'a montré. Les usines décentralisées de l'Ouest recrutaient d'abord dans leur propre terroir, chez ces jeunes Français d'origine rurale qui, faute d'avenir sur la ferme familiale trop petite pour nourrir tous les fils, descendaient à l'usine. Le Mans ne fit pas venir la France d'ailleurs. Il transforma la paysannerie sartoise en classe ouvrière. Les fils de fermiers construisaient les tracteurs de leur père. Je l'ai déjà dit, et j'y reviens, parce que c'est la clé émotionnelle de tout ce récit. Cette usine n'était pas un corps étranger posé sur la Sarthe. Elle était la Sarthe elle-même, devenue métal. La reprise du tracteur, elle, fut laborieuse. On ne rebâtit pas une gamme en un jour. Dès 1948, un modèle de la série 3040 reçut un relevage hydraulique, cette invention discrète qui permettait de lever et d'abaisser l'outil depuis le siège sans descendre et qui allait révolutionner le travail du paysan. Et c'est vers cette époque, à la fin des années 40, qu'apparut pour la première fois, sur un modèle de cette série, une teinte qui deviendrait bientôt la couleur d'un pays tout entier, l'orange. Pas encore la norme, pas encore le symbole, juste une couleur, sur un tracteur, dans un champ. Mais la couleur était née. Vers 1954, une division prit en main la fabrication des tracteurs, la division du matériel agricole, la DMA. C'est elle qui allait produire les grandes séries à venir. Elle héritait d'une usine relevée de ses ruines, d'une main-d'œuvre enracinée dans le pays, d'un savoir-faire vieux déjà d'un tiers de siècle et d'un marché immense qui l'attendait. Car la France agricole des années 50 était encore couverte de petites exploitations familiales, encore pleine de fermes où le cheval finissait tout juste de céder la place à la mécanique. Des centaines de milliers de paysans allaient, dans la décennie, acheter leur premier tracteur. Et la plupart voulaient une machine simple, solide, à leur taille et à leur bourse. Tout était en place. Le fondateur était mort dans le déshonneur. Mais son intuition d'Erqueville, née dans la boue d'un champ de l'Eure en pleine guerre, était devenue une machine industrielle capable d'équiper une nation. L'usine tournait. Les hommes étaient là, la couleur était trouvée, il ne manquait plus qu'une chose. Il manquait le tracteur. Le vrai. Celui que chaque paysan reconnaîtrait dans un pré à sa couleur, à son bruit sec, à sa silhouette trapue. Celui qui deviendrait, plus qu'aucun autre, le compagnon indestructible de la ferme française. Il allait sortir des chaînes du Mans 2 ans plus tard, en 1956, sous une teinte que personne n'oublierait. Et il porterait un nom que les collectionneurs prononcent aujourd'hui encore avec une tendresse particulière. Le D22. Chapitre 4. L'orange dans les champs. En 1956, Renault reprit les choses en main. Après une reprise d'après-guerre laborieuse, tâtonnante, faite de séries transitoires et de modèles hérités, la régie lança d'un seul coup une gamme entière, pensée comme un tout, la série D.
Une famille de tracteurs allant de 16 à 35 chevaux, taillés sur mesure pour la ferme française telle qu'elle était vraiment, petite, familiale, prudente avec son argent. Et c'est cette année-là que l'orange cessa d'être une couleur pour devenir un symbole. La teinte que Renault appelait sobrement « orange tracteur », apparue à la fin des années 40 sur quelques modèles, fut généralisée, normalisée, imposée à toute la gamme. À partir de ce moment, un tracteur orange dans un pré, en France, ce fut un Renault. On n'avait même plus besoin de lire le nom sur le capot. Pour comprendre ce que fut cette série, il faut entrer dans l'usine. Imaginez un jeune ouvrier de la Sarthe arrivant au petit matin dans le froid bleu qui précède le jour. La sirène déchire l'air. Il passe le portail, pointe à la pointeuse, ce petit rituel mécanique qui transforme un homme en heures de travail, et pénètre dans un monde de bruit, de chaleur et d'odeur. Il y a d'abord la fonderie, où le métal en fusion coule dans les moules avec une lueur qui frappe le visage à plusieurs mètres, où l'air sent le sable brûlé et la fonte. Il y a les ateliers d'usinage, où l'on taille les engrenages, où l'huile de coupe imprègne les bleus de travail au point qu'aucune lessive ne l'en fait jamais tout à fait partir. Il y a le vacarme rythmé des presses, ce martèlement qui fait vibrer le sol sous les semelles et que les hommes cessent d'entendre au bout d'une semaine, jusqu'au jour où ils s'arrêtent. Et puis, au bout de la chaîne, il y a la peinture. C'est là que naît l'orange. Le tracteur, jusque-là gris de métal nu, entre dans la cabine de peinture et en ressort transfiguré, vibrant de cette couleur qui allait devenir celle des campagnes françaises. Un ouvrier qui a passé sa vie au Mans vous dirait qu'il n'a jamais oublié ce moment. La machine qui s'avance, terne, et qui ressort orange, presque vivante. Puis le tracteur roule jusqu'au bout de la ligne, on met le moteur en route, et il quitte l'usine par ses propres moyens pour aller rejoindre une cour de ferme quelque part entre la Bretagne et le Jura. Entre la fonte brute et le tracteur fini, il y avait des centaines de mains et des centaines de gestes, et chacun de ces gestes était un savoir-faire. L'homme qui ajustait une soupape, celui qui montait une boîte de vitesse, celui qui réglait le relevage hydraulique au dixième de millimètre. Aucun n'était interchangeable. Chacun connaissait sa part du tracteur, comme un artisan connaît son ouvrage. On voyait, tout au long de la chaîne, un châssis nu se couvrir peu à peu de ses organes, recevoir son moteur allemand, ses roues, son siège, sa direction, jusqu'à devenir cette silhouette trapue et familière. Et à la fin, il fallait l'essayer. On mettait le moteur en route, on écoutait, car un homme d'expérience entendait un défaut avant de le voir. Le martèlement à air du bicylindre devait être franc, régulier, sans à-coups. Alors seulement le tracteur était jugé digne de partir. Cette exigence, ce refus de laisser sortir une machine imparfaite, c'était la fierté du Mans. Elle expliquait, mieux que toute publicité, la réputation d'indestructibilité de ces tracteurs. Parmi tous les modèles de cette série D, il y en eut un qui allait entrer dans la légende. Le D22. Il faut prendre le temps de le regarder de près, car tout, dans ce tracteur, explique pourquoi les paysans l'ont tant aimé. Son cœur d'abord. Un moteur allemand, un bicylindre diesel de la firme MWM de Mannheim, l'AKD 112Z pour les initiés, d'une cylindrée de 1810 cm3, développant 22 chevaux à 1700 tours par minute. 22 chevaux. C'est de là que vient son nom, car chez Renault la règle était simple. La lettre disait le carburant, D pour diesel, E pour essence, et les deux chiffres disaient la puissance. Le D22, c'était le diesel de 22 chevaux. Un nom qui se lisait comme une carte d'identité. Mais le vrai génie du D22, ce n'était pas sa puissance. C'était son refroidissement. Là où presque tous les moteurs du monde se refroidissaient à l'eau, avec un radiateur, un circuit, un liquide qui pouvait geler l'hiver, bouillir l'été, fuir n'importe quand, le MWM du D22 se refroidissait à l'air. Une simple turbine soufflait sur les ailettes du moteur. Pas de circuit d'eau, pas de radiateur à surveiller, pas de gel à craindre les matins de janvier. Pour le paysan, cela changeait tout. Cela voulait dire une machine qu'on ne vidangeait pas, qu'on ne voyait jamais rendre l'âme un dimanche de moisson parce qu'une durite avait lâché. Et le bruit qui en sortait
n'était pas le gargouillis liquide des moteurs à eau. C'était un martèlement sec, franc, un claquement de diesel à air que tout homme de la campagne reconnaît encore aujourd'hui à l'oreille, les yeux fermés. Le reste était à l'avenant, tout entier tendu vers la simplicité robuste. Une boîte à 6 vitesses, portée à 12 en option avec un réducteur, pour ceux qui voulaient ramper au pas dans les vignes ou filer sur la route. Un relevage hydraulique qui épargnait le dos. Un poids qui allait de 1363 kg, nu, à plus de 2180 kg une fois équipé. Et 3 versions, parce que la France agricole n'était pas d'un seul bloc. Une version normale pour la polyculture, une version étroite, et une version vigneronne pour se glisser entre les rangs de vignes. Il y eut même une variante à essence, le E22, pour ceux qui préféraient. Renault n'imposait pas une machine à la France. Il l'adaptait à chaque France. Il faut ici corriger une idée reçue, par honnêteté envers l'histoire. On croit souvent que toute la série D était bâtie sur le même moteur allemand refroidi par air. C'est faux. La gamme n'était pas monolithique. Si le D22 et plusieurs de ses frères recevaient bien le MWM à air, l'un d'eux, le D30, était équipé d'un moteur anglais, un Perkins à 3 cylindres, et celui-là, lui, se refroidissait à l'eau. Détail technique, dira-t-on. Mais ce détail dit quelque chose d'immense sur toute cette histoire. Renault ne fabriquait pas ses propres moteurs. Il les achetait, en Allemagne, en Angleterre. Cette dépendance, en 1956, était une force. Elle donnait accès aux meilleurs moteurs du moment sans avoir à les concevoir. 30 ans plus tard, ce serait la faille par laquelle tout s'effondrerait. Mais nous n'en sommes pas là. En 1956, le moteur allemand du D22 était un allié fidèle, pas un talon d'Achille. Le succès fut immédiat et durable. Produit du 1er mars 1956 au 31 mars 1960, le D22 sortit à 31 210 exemplaires. C'est, à ce jour, le tracteur Renault le plus vendu de toute l'histoire de la marque, très loin devant ses successeurs. Les paysans l'adoptèrent pour ce qu'il était, indestructible, simple, réparable au fond de la grange avec les outils qu'on avait déjà, parfaitement dimensionné pour une exploitation familiale. On se le transmettait, on le prêtait aux voisins, on le réparait plutôt que de le remplacer. Et aujourd'hui encore, 60 ans plus tard, c'est le modèle ancien que les collectionneurs recherchent avec le plus de tendresse, celui qu'on restaure amoureusement dans les hangars, celui dont on repeint le capot du bon orange en cherchant la teinte exacte. Le D22 n'était pas seulement un tracteur, c'était pour toute une génération de paysans le premier, le compagnon, celui qui avait mis fin à la peine du cheval. Et lorsqu'un vieil agriculteur, aujourd'hui, pose la main sur le capot orange d'un D22 restauré, ce n'est pas une machine qu'il touche, c'est sa jeunesse, son père, l'odeur du gazole et le claquement du diesel dans le matin froid d'une ferme qui n'existe peut-être plus. Chapitre 5. 100 tracteurs par jour. Derrière le tracteur, il y avait l'usine. Et derrière l'usine, il y avait les hommes. Il faut maintenant les regarder eux, parce qu'ils sont le cœur battant de cette histoire, et parce que ce qui leur fut donné dans ces années-là fut aussi, plus tard, ce qu'on leur reprit. L'usine du Mans, dans ces années, atteignit son sommet humain. En février 1957, elle comptait 9061 ouvriers. 9061. Ce chiffre, encore une fois, nous vient de la géographe Jeanne Dufour, qui a compté, année après année, les hommes de cette usine comme d'autres comptent les récoltes. Au début des années 70, l'association Renault Histoire évoquera même plus de 10 000 salariés. Le Mans était devenu la 3e usine du groupe, une ville dans la ville, et elle tournait, disait-on, à 100 tracteurs par jour. 100 tracteurs. Chaque jour ouvré, 100 machines orange quittaient les landes de la Sarthe pour les campagnes de France. La publicité de l'époque le clamait fièrement. Chaque jour, 100 tracteurs sortaient des usines Renault du Mans. Ces hommes n'étaient pas ceux qu'on imagine. Dans les grandes usines de la banlieue parisienne, aux mêmes années, une part immense des ouvriers spécialisés venait de loin, d'Afrique du Nord notamment, dans des proportions considérables. À Billancourt, au début des années 70, les ouvriers spécialisés formaient près de 70% des effectifs, et parmi eux, une forte proportion d'hommes venus du Maghreb, souvent logés dans des foyers, souvent cantonnés aux postes les plus durs. Le Mans, non. L'historienne Laure Pitty l'a établi avec précision.
Les usines décentralisées de l'Ouest puisaient d'abord dans leur propre terroir. Les ouvriers du Mans, c'étaient les fils de la Sarthe rurale, ces jeunes gens de ferme que la petite exploitation familiale ne pouvait plus nourrir, et qui descendaient à l'usine construire les machines destinées aux fermes qu'ils venaient de quitter. Le Mans n'a pas fait venir la France d'ailleurs. Il a fait de ses propres paysans des ouvriers. C'est ce qui donna à cette usine son âme si particulière. Un mélange de terre et d'acier, de patience paysanne et de discipline industrielle. Et ce que la régie leur offrit, en échange de leur travail, dépassait de loin le salaire. Il faut se souvenir de ce qu'était le comité d'entreprise de Renault, cette institution presque légendaire dans la France ouvrière. Ce n'était pas un simple guichet à tickets restaurant, c'était un monde. Des colonies de vacances où les enfants d'ouvriers partaient à la mer ou à la montagne, souvent pour la première fois de leur vie. Des résidences de vacances appartenant au groupe. Une entente sportive avec ses équipes, ses terrains, ses compétitions. Des activités culturelles, une aide au logement, des chèques vacances. L'ouvrier du Mans ne vendait pas seulement sa force de travail. Il entrait dans une communauté qui organisait ses loisirs, l'été de ses enfants, sa retraite. Et à midi, il y avait la cantine. Ce moment sacré de la journée française où l'on s'asseyait pour manger chaud, à table, entre camarades. Ce n'était pas un sandwich avalé debout, c'était un vrai repas, un morceau de civilisation à l'intérieur de la halle. Il y avait aussi la médecine du travail, ces infirmeries et ces médecins de l'usine qui suivaient les hommes année après année, dépistaient les maux du métier, veillaient sur des corps que le bruit, l'huile et la fonte usaient lentement. Il y avait la certitude, pour un jeune qui entrait au Mans, qu'il pourrait y faire toute sa carrière, y prendre sa retraite, y voir peut-être entrer son propre fils. Cette sécurité-là, aujourd'hui, on peine à l'imaginer. Elle n'était pas un luxe, elle était le socle sur lequel se construisaient les vies, les mariages, les emprunts, les maisons. On osait faire des projets parce que l'usine, elle, semblait éternelle. Et c'est peut-être cela, plus que les colonies de vacances ou les chèques vacances, que l'on reprendrait un jour à ces familles. Non pas seulement des avantages, mais la certitude tranquille du lendemain. Tout cela, il faut le dire, ne tomba pas du ciel. Le paternalisme de la régie était réel, mais les avantages furent aussi des conquêtes. La CGT fut, pendant plus de 40 ans, le premier syndicat du site, majoritaire, organisateur de la vie ouvrière, autant que défenseur des salaires. Les primes d'assiduité existaient dès le début des années 50, et les salaires du Mans étaient les plus élevés du département. À l'été 1957, un ouvrier spécialisé y gagnait 206 francs de l'heure, quand le salaire minimum national plafonnait à 120 francs 40. Travailler au Mans, pour un jeune de la Sarthe, ce n'était pas seulement avoir un emploi. C'était accéder à une forme de dignité et de sécurité que la ferme n'avait jamais pu offrir. Une paye régulière, un métier, une place dans la société. Le tracteur orange n'était pas qu'un produit. Il était le fruit visible d'un contrat social, celui que la Libération avait scellé et dont la régie était la vitrine. Cette communauté ne s'arrêtait pas aux portes de l'usine, elle organisait la ville. Autour du site, dans les quartiers ouvriers, la vie tout entière battait au rythme des équipes. Car on travaillait au 3-8, 3 équipes se relayant sur les 24 heures, si bien qu'à toute heure du jour et de la nuit, quelque part au Mans, un homme partait travailler pendant qu'un autre rentrait dormir. La sirène de l'usine réglait les repas, les couchers, les retrouvailles. Les femmes de la Sarthe apprirent à vivre avec cette horloge-là. Le mari de l'équipe du matin, celui de l'après-midi, celui de la nuit. Et dans bien des familles, l'usine se transmettait comme une ferme se transmet. Le père y était entré, le fils y entrait à son tour, parfois le grand-père y avait débuté. Mon père a travaillé ici, mon grand-père a travaillé ici. Cette phrase, on l'entendait partout, et elle disait à quel point l'usine n'était pas un simple employeur, mais une lignée, une appartenance qui se léguait. Les femmes aussi avaient leur place dans cette histoire, souvent au poste de câblage, d'assemblage fin, de contrôle, souvent moins bien payées et moins reconnues, mais présentes, indispensables, partie intégrante de ce peuple d'usine. Et le soir, quand la journée était finie, beaucoup d'ouvriers rejoignaient leur jardin ouvrier, ces lopins que la régie ou la ville mettait à disposition,
où l'ancien paysan retrouvait ses gestes de toujours. Bêcher, semer, récolter. Le fils de ferme devenu ouvrier n'avait jamais tout à fait quitté la terre. Il la retrouvait le dimanche, entre deux quarts, un pied dans l'acier et l'autre dans le potager. C'était cela, la vie ouvrière du Mans. Un entrelac de tôles et de légumes, de sirènes et de saisons, où l'usine et la campagne ne s'opposaient jamais vraiment. C'était l'âge d'or. Non pas un paradis. Le travail était dur, le bruit assourdissant, la cadence exigeante, et personne, parmi ces hommes, ne dirait que l'usine fut un jardin. Mais entre ces murs, des fils de paysans construisaient de vraies machines, avec un vrai savoir-faire, dans une usine qui les logeait, les soignait, envoyait leurs enfants en vacances et leur payait le meilleur salaire de la région. Ils le savaient, ils en étaient fiers. Et pendant 2 décennies, rien ne laissa penser que cela pût finir. Chapitre 6. Le roi des campagnes. Au-delà des murs de l'usine, dans les champs de France, le tracteur orange devint tout simplement le roi. Il faut mesurer cette domination, mais il faut aussi la mesurer avec justesse, car la légende a tendance à l'exagérer, et la vérité est bien assez belle. De 1950 à la fin des années 2000, Renault fut, de façon répétée, le premier constructeur de tracteurs de France. Pas un parmi d'autres, le premier. Au milieu des années 70, l'usine tournait à un rythme de 67 tracteurs immatriculés par jour, et Renault repassait en tête des immatriculations françaises. En 1978, la marque reprit encore la première place, un triomphe que Renault célébra le 7 mars 1979 par un défilé de tracteurs orange sur les Champs-Élysées, remontant la plus belle avenue du monde comme une armée paisible venue des campagnes. En 1981, l'année du lancement de la cabine TX, Renault détenait 19,01% des immatriculations françaises. Et 20 ans plus tard encore, en l'an 2000, la marque pesait 18,97% des ventes en France, culminant même à plus de 23% sur le segment de la polyculture. Numéro 1, décennie après décennie. Il faut ici écarter un malentendu que l'on rencontre souvent. On lit parfois que Renault détenait, à son apogée, 58% du marché français. C'est un chiffre réel, mais il ne veut pas dire ce qu'on croit. En 1950, avec 8549 tracteurs, Renault représentait bien 58%, non pas des ventes, mais de la production nationale. À cette date, la France produisait encore peu de tracteurs, et Renault dominait cette production naissante. Ensuite, le marché français fut inondé de marques étrangères. L'américain John Deere, le britannique Massey Ferguson, l'italien Fiat, l'américain Ford, et la part de Renault dans les immatriculations se stabilisa, non pas à 58, mais autour de 18 à 19%. Ce qui, pour un marché ouvert à tous les géants du monde, était déjà une domination remarquable. Le roi des campagnes régnait sur un pré désormais partagé, mais il régnait tout de même. Et il régnait au-delà des frontières. Depuis 1945, près de 770 000 tracteurs Renault avaient été livrés sur les 5 continents. La marque exportait, s'affichait dans les foires agricoles du monde entier et se targuait d'un réseau que peu de concurrents pouvaient égaler. Un slogan de l'époque résumait cette force tranquille. Depuis 1956, 46 000 agriculteurs avaient choisi ces tracteurs, servis par 144 concessionnaires et plus de 2500 agents répartis dans tout le pays. Acheter un Renault, c'était n'être jamais seul, jamais loin d'un homme capable de vous dépanner. Cette proximité, ce maillage du territoire, faisait autant que la machine elle-même. Car le tracteur orange était devenu bien plus qu'une machine. Il était entré dans l'imaginaire national. Pour des millions de Français nés dans une famille agricole, la couleur orange sur le verre d'un pré, c'était l'enfance. Le grand-père perché sur le siège, l'odeur du gazole, le bruit sec du diesel au petit matin. Le D22 et ses successeurs faisaient partie du paysage français au même titre que le clocher ou le pont sur la rivière. Ce n'était pas un objet importé
exotique, venu d'ailleurs. C'était un tracteur français, fait par des Français, pour la terre de France. Et cette évidence, cette familiarité, valait toutes les campagnes de publicité du monde. Le losange Renault, sur un capot orange, disait quelque chose de rassurant à tout un peuple. La France savait encore faire les outils de sa propre terre. Il faut goûter cet instant, parce qu'il ne reviendra pas. En cet apogée, la régie était fière, l'usine tournait à plein, la presse agricole célébrait la marque, et les responsables politiques aimaient à se montrer devant ces tracteurs qui incarnaient la modernisation réussie de l'agriculture française. Personne, dans ces années de triomphe, n'aurait pu prononcer les mots qui, un jour, scelleraient le destin de tout cela. Une entreprise allemande rachèterait cet héritage, repeindrait les tracteurs en vert et fabriquerait même, ironie suprême, des versions chenillées, refermant en verre allemand le cercle qu'un char français avait ouvert un demi-siècle plus tôt. Mais cette phrase-là appartient à la fin de l'histoire. En cet instant précis, sur ce sommet, elle était rigoureusement impensable. Cette présence sur les 5 continents n'était pas qu'une ligne dans un rapport annuel. Elle voulait dire des tracteurs orange labourant des terres que la plupart des ouvriers du Mans ne verraient jamais. Les plaines d'Afrique, les exploitations d'Amérique latine, les fermes d'Europe du Sud. Elle voulait dire que le savoir-faire né dans les Landes de la Sarthe rayonnait bien au-delà des frontières, que le nom de Renault, pour bien des paysans du monde, était synonyme de solidité française. Et cette réputation, la marque l'avait bâtie machine après machine, panne évitée après panne évitée. Un tracteur qui ne tombe pas en panne fait plus pour l'exportation que n'importe quelle brochure. Le D22 et ses frères avaient forgé cette confiance-là, patiemment, dans la boue des champs du monde entier. À son apogée, Renault n'était pas seulement le premier tracteur de France. C'était une marque que l'on respectait partout où l'on travaillait la terre. Voilà le sommet, voilà l'apogée. Le tracteur orange dans chaque pré, l'usine à 100 machines par jour, 10 000 salariés dans les Landes de la Sarthe, le défilé sur les Champs-Élysées, la première place tenue contre les géants du monde entier. En apparence, rien ne pouvait ébranler ce royaume. Et pourtant, au cœur même de cet apogée, un ver était déjà dans le fruit. Il faut savoir le voir, car il portait en lui tout ce qui allait suivre. Dès le début des années 60, Renault s'était heurté à une limite qu'il ne parvenait pas à franchir. Il ne savait pas fabriquer de gros tracteurs. La montée en puissance, le passage au-dessus de 50 chevaux, réclamaient des moteurs et des boîtes de vitesse que la régie ne possédait tout simplement pas. Alors, faute de pouvoir concevoir lui-même une grosse machine, Renault fit une chose révélatrice. Il importa un tracteur italien, le Motomeccanica Super 108, une machine de 60 chevaux, pour combler le vide en attendant de développer son propre modèle, le 385, qui inaugurerait la boîte à 12 vitesses. En 1968 vinrent les premières 4 roues motrices. Renault courait, avec obstination, derrière une puissance qu'il n'avait pas les moyens industriels de produire seul. Cette faiblesse, Renault la masqua longtemps par le talent et par l'effort. En 1981, au Salon de la machine agricole, la marque présenta la cabine TX, un progrès réel qui apportait au conducteur un confort et un accès à la mécanique inédit et qui hissa le haut de gamme Renault au niveau des meilleurs. Vu de l'extérieur, tout allait bien. Le roi montait en puissance, complétait sa gamme, soignait ses clients. Mais derrière la belle cabine et la peinture orange, la vérité industrielle restait la même, têtue, inchangée. Renault ne possédait ni moteur de forte puissance conçu par lui, ni boîte de vitesse capable de dépasser les plus grosses cylindrées. Il assemblait des organes achetés ailleurs. Sur un petit tracteur simple comme le D22, cela n'avait aucune importance. Le MWM-AR suffisait à faire un chef-d'œuvre. Mais dans la course à la puissance qui s'engageait, dépendre des autres pour son cœur mécanique, c'était bâtir sa maison sur le terrain d'un voisin. Un jour, ce voisin pourrait reprendre son terrain. Ce jour viendrait. Sur le moment, personne ou presque n'y vit un danger. C'était le roi des campagnes qui complétait sa gamme, rien de plus. Mais debout sur ce sommet, entouré de son orange triomphant, Renault ne pouvait pas voir ce que nous, aujourd'hui, voyons avec une clarté cruelle.
le tracteur le plus indestructible du monde était bâti sur des moteurs qu'il n'avait pas conçus et incapable de grandir par ses propres forces. Le point le plus haut avant la chute était atteint. Et le monde, autour de ses murs, s'apprêtait à se refaire. Chapitre 7. Le ver dans le fruit. Le monde changea sans prévenir. À la fin des années 60, alors que le tracteur orange régnait encore sur les campagnes françaises, quelque chose se déréglait déjà dans les fondations. Le marché du tracteur, partout, se mettait à réclamer de la puissance. Toujours plus de puissance. Les exploitations s'agrandissaient, se regroupaient, s'endettaient pour acheter des machines toujours plus grosses. Et dans cette course, Renault partait avec un handicap qu'il n'avait jamais su corriger. Il ne savait pas fabriquer de gros tracteurs. La baisse du marché des petites machines, celle qui avait fait sa fortune, porta un coup à l'ensemble des constructeurs. Mais elle frappa plus durement encore celui qui, comme Renault, avait bâti sa gloire sur le petit et le fiable. Il faut bien comprendre la nature de ce piège, car c'est lui qui décidera de tout. Renault était un assembleur, pas un motoriste. Son génie avait toujours été de prendre les meilleurs organes du monde et de les monter dans des machines robustes et bien pensées. Cela avait suffi, magnifiquement, à l'époque du D22. Cela ne suffisait plus. Pour faire de gros tracteurs, il fallait de gros moteurs et des boîtes de vitesse puissantes. Et cela, Renault ne les possédait pas. Il n'avait ni motoriste intégré capable de dépasser certaines puissances, ni boîte de vitesse pour aller au-delà de 150 chevaux. Chaque montée en gamme était donc un pari sur les autres, une dépendance de plus. Alors Renault fit ce qu'il avait toujours fait. Il chercha des partenaires. En 1972, il signa un accord avec l'italien Carraro pour des tracteurs légers et spéciaux et pour les ponts avant de ses 4 roues motrices. Dans les années 70 et 80, il vendit même des modèles japonais Mitsubishi sous ses propres couleurs. Ce n'était pas un aveu de faiblesse aux yeux du public. C'était de la bonne gestion, disait-on, de l'intelligence commerciale. Mais avec le recul, on voit ce que cela annonçait. Une entreprise qui, faute de pouvoir tout faire elle-même, devait s'appuyer sur les autres pour combler ses trous de gamme. Le ver était dans le fruit et il grossissait. Il y avait dans cette affaire un piège plus cruel encore. Ce qui avait fait la fortune de Renault, le petit tracteur simple, robuste, bon marché, taillé pour la ferme familiale, était précisément le segment du marché qui rétrécissait. À mesure que l'agriculture française se concentrait, que les petites exploitations disparaissaient, avalées par de plus grandes, la demande se déplaçait vers le haut, vers la puissance, vers ces grosses machines que Renault ne savait pas produire seul. Autrement dit, le royaume où Renault régnait sans partage était en train de se dissoudre sous ses pieds, tandis que le nouveau royaume, celui de la forte puissance, appartenait à d'autres. La force d'hier devenait le terrain de demain, et ce terrain-là, Renault ne le possédait pas. On ne pouvait pas rêver métaphore plus exacte du destin du D22, une merveille de son temps, laissée sur le bord d'un chemin que le monde ne prenait plus. Puis vinrent les chocs pétroliers. En 1973, et de nouveau en 1979, le prix du pétrole explosa, et avec lui s'acheva ce qu'on avait appelé les 30 glorieuses. La croissance facile, l'expansion sans fin, la certitude que demain serait plus riche qu'aujourd'hui, tout cela se fissura. Sur le marché français du tracteur, la conséquence fut brutale et concrète. Les géants du monde entier s'y engouffrèrent. L'américain John Deere, avec ses grosses machines et sa puissance de feu commerciale. Le britannique Massey Ferguson, solide, universel. L'italien Fiat, l'américain Ford. Tous vinrent labourer le pré que Renault croyait sien. Et ses concurrents avaient, pour beaucoup, ce qui manquait à Renault. La taille mondiale, les moteurs maison, les gammes complètes du plus petit au plus gros. Le paysan français, désormais, avait le choix. Et quand un exploitant voulait passer aux fortes puissances, ce n'était pas toujours vers l'orange qu'il se tournait, faute de trouver, chez Renault, la grosse machine qu'il cherchait. Chaque tracteur de forte puissance vendu par un concurrent était un client que Renault ne récupérerait peut-être jamais, car on ne change pas de marque à la légère quand on a appris à faire confiance à un réseau, à un mécanicien, à une couleur. Pour une usine comme Le Mans,
dont le sort était désormais lié à celui d'une maison mère qui vendait avant tout des automobiles, cette fin d'un monde n'était pas une abstraction lointaine. C'était la fin de la marge de manœuvre. C'était le moment où l'on cesse d'investir dans l'avenir pour se battre pour le présent. Le tracteur orange était toujours roi, mais son royaume, désormais, était cerné. Chapitre 8. La régie à terre. Pour comprendre ce qui allait arriver au tracteur, il faut lever les yeux du Mans et regarder la maison mère. Car le destin du tracteur orange ne se jouait plus dans les Landes de la Sarthe. Il se jouait à Billancourt, dans les bureaux de la direction, et à Paris, dans ceux du gouvernement. Au milieu des années 80, la régie Renault frôla la faillite. La grande entreprise nationale, fierté de la République, symbole de la reconstruction, perdait de l'argent à un rythme vertigineux. Ses pertes annuelles dépassaient les 12 milliards de francs. Une hémorragie. L'État, propriétaire, ne pouvait plus faire semblant. Il fallait sauver Renault, et le sauver vite, ou voir couler l'un des plus grands employeurs du pays. Le 21 janvier 1985, un homme fut appelé au chevet du géant malade. Il s'appelait Georges Besse. Né en 1927, polytechnicien, passé par Péchinet et par la Cogema, c'était un redresseur d'entreprise réputé, un homme que la presse surnommait le Docteur Miracle. Besse ne venait pas caresser, il venait couper. Sa méthode était froide, chirurgicale, assumée. Il fallait tailler dans les effectifs, refermer les activités qui perdaient de l'argent, ramener coûte que coûte l'entreprise à l'équilibre. Sa mission était brutale et claire. Arrêter l'hémorragie. Il lança un plan de 20 000 suppressions d'emplois. Sans licenciement sec, promettait-il, par départs et reconversions. Mais un plan de cette ampleur, dans une entreprise où le syndicat structurait la vie ouvrière depuis 40 ans, ne pouvait pas se dérouler dans le calme. À l'automne 1985, la grève éclata, au Mans comme à Billancourt. Il faut imaginer ce que cela représentait dans une usine comme celle du Mans, où l'on était souvent fils et petit-fils d'ouvriers Renault, où la régie n'était pas un employeur, mais une famille, un destin. Les hommes qui avaient construit la fierté de Renault, qui avaient monté le D22 et vu défiler les tracteurs orange sur les Champs-Élysées, se battaient désormais pour ne pas être rayés de ses effectifs. Ce n'était plus la fierté de bâtir, c'était l'angoisse de disparaître. Quelque chose dont le contrat social de la libération venait de se rompre au grand jour. Et puis vint l'horreur. Le 17 novembre 1986, Georges Besse fut abattu devant son domicile parisien, tué de plusieurs balles par un commando du groupe terroriste Action Directe. 2 femmes, Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron, seraient condamnées pour cet assassinat. Le patron venu sauver Renault était mort dans la rue, exécuté au nom d'une idéologie qui voyait en lui l'incarnation du capital. On peut penser ce qu'on veut de ces méthodes. Rien ne justifie qu'un homme soit abattu sur le trottoir devant chez lui. Son successeur, Raymond Lévy, reprit la tâche là où le sang l'avait interrompu, et poursuivit l'assainissement. La régie, peu à peu, fut sauvée. Mais à quel prix pour le tracteur ? Car c'est ici que se joue l'une des révélations les plus importantes de toute cette histoire, et l'une des moins connues. Il faut comprendre le rapport de force à l'intérieur de la régie. Renault était d'abord, écrasamment, un constructeur d'automobiles. À côté du chiffre d'affaires colossal des voitures, le tracteur ne pesait presque rien. Une petite division dans un coin de l'Empire, aussi glorieuse fût-elle. Or, quand une maison mère saigne, elle concentre ses moyens sur ce qui la fera vivre ou mourir. La voiture. Tout le reste attend, se sert, se prive. Sous Besse, puis sous Lévy, la division des camions et la division du machinisme agricole, la fameuse DMA, restèrent en déficit chronique. Elles ne rapportaient pas, elles coûtaient. Et dans une entreprise qui se battait pour sa survie, tout ce qui ne rapportait pas devenait suspect. La décision fut prise, discrètement, de filialiser la division agricole, c'est-à-dire de l'isoler, de la constituer en entité distincte en vue d'une vente éventuelle. Retenons bien la date, nous sommes au milieu des années 80. La logique de la cession de l'agriculture est posée là, dans ces années de crise,
15 ans avant que le nom de classe n'apparaisse. Le tracteur orange n'a pas été vendu sur un coup de tête, un beau matin de 2003. Il a été condamné lentement, à partir du moment où la crise de l'automobile a transformé le tracteur en actif à céder. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est une dérive longue, née de la maladie du parent. Chapitre 9. Le moteur perdu. Et pendant que la maison mère se débattait pour survivre, un coup vint frapper le tracteur là où il était le plus vulnérable. Au cœur, au moteur. Rappelez-vous ce que fut la force du D22. Ce moteur allemand, ce MWM refroidi par air, si fiable, si simple, si parfaitement adapté aux paysans. Rappelez-vous que Renault, depuis les origines, ne fabriquait pas ses moteurs, mais les achetait. Pendant des décennies, cette fidélité au motoriste allemand MWM avait été un atout. La quasi-totalité des tracteurs Renault en était équipés. C'était un mariage ancien, éprouvé, presque une évidence. En 1986, l'année même de l'assassinat de Georges Besse, ce mariage se brisa. Le groupe allemand Deutz racheta MWM. Et pour Renault, ce rachat fut une catastrophe silencieuse. Car Deutz, le nouveau propriétaire, n'avait aucune raison de continuer à fournir des moteurs à un client qui était, sur le marché, un concurrent de ses propres tracteurs. Il décida d'arrêter la production des moteurs destinés à la future gamme de tracteurs que Renault préparait avec soin, la gamme CRS. Du jour au lendemain, ou presque, Renault se retrouva sans moteur pour ses tracteurs de moyenne gamme, sans cœur pour ses machines à venir. Toute une gamme, patiemment conçue, se retrouvait orpheline de son organe le plus essentiel. Songez à la position dans laquelle cela plaçait Renault. Une usine peut survivre à bien des malheurs, une grève, une mauvaise année, un modèle raté. Elle ne survit pas facilement à la perte de son moteur. Car le moteur n'est pas une pièce parmi d'autres. C'est ce qui fait qu'un tracteur est un tracteur. Concevoir un nouveau moteur prend des années et coûte une fortune que Renault Agriculture, filiale déficitaire d'un groupe qui se remettait à peine de sa quasi-faillite, n'avait pas. Racheter MWM pour reprendre la main était impensable et hors de portée. C'était désormais Deutz, un concurrent, qui tenait les clés. Il ne restait donc qu'une issue. Aller frapper à la porte d'un autre motoriste, en position de demandeur, et accepter les conditions qu'on voudrait bien lui faire. La différence entre un partenaire et une dépendance, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, désormais, n'était plus du côté de l'orange. Ce que Renault découvrait là, dans la douleur, c'était la loi d'airain de l'industrie moderne. Celui qui ne maîtrise pas son cœur mécanique ne maîtrise pas son destin. Le petit constructeur qui avait charmé la France avec la simplicité de son moteur à air se retrouvait, 40 ans plus tard, prisonnier de cette même vérité, retournée contre lui. Il faut mesurer l'ironie de ce moment, car elle est le nœud même de toute cette histoire. Ce qui avait fait la grandeur du D22, ce moteur allemand fiable qu'on n'avait pas eu besoin de concevoir, devenait, 30 ans plus tard, la cause de la vulnérabilité mortelle de la marque. La dépendance qui avait été une force au temps de l'orange triomphant se révélait, au temps du déclin, un talon d'Achille. Un constructeur qui ne possède pas ses moteurs est à la merci de celui qui les fabrique. Et le jour où ce fabricant tombe entre les mains d'un rival, tout l'édifice tremble. Renault venait d'en faire l'amère expérience. Il lui fallait, de toute urgence, trouver un nouveau motoriste, non pas dans le confort d'une négociation patiente, mais dans l'urgence d'un constructeur qui ne peut pas se permettre de laisser ses chaînes s'arrêter. Et cette quête pressée allait le conduire, par une ironie de plus, vers son plus grand concurrent, un géant vert venu d'Amérique. Chapitre 10. Les petits martiens verts. Il faut ici raconter une scène qui, à elle seule, contient toute la fin de l'histoire. Une scène que peu de gens connaissent et qui, si on la comprend, change à jamais le regard qu'on porte sur ce qui allait suivre. Privé de son motoriste allemand, Renault se tourna vers l'américain John Deere, la firme au cerf, le premier constructeur de tracteurs de la planète,
le concurrent que Renault combattait depuis toujours sur le marché français. Le 17 janvier 1994, les deux entreprises annoncèrent une coopération. John Deere fournirait à Renault des moteurs, fabriqués dans son usine de Saran, dans le Loiret, et en échange, voici le détail vertigineux, Renault fabriquerait pour John Deere des tracteurs. Toute une série de petits tracteurs John Deere, la série 3000, sortirait de la chaîne de montage du Mans. Il faut peser ce que représentait un tel accord pour l'orgueil d'une marque. Renault n'achetait pas seulement le moteur de son rival, il mettait ses propres chaînes, son propre savoir-faire, ses propres ouvriers au service de ce rival, pour fabriquer les machines qui porteraient le nom du concurrent. C'était l'aveu, en acte, que l'indépendance était finie. Hier, Renault dictait sa loi aux campagnes de France. Aujourd'hui, il fabriquait les tracteurs de l'américain pour avoir le droit d'utiliser ses moteurs. Le roi déchu travaillait pour le nouveau roi. Arrêtons-nous sur cette image, car elle est stupéfiante. De la chaîne du Mans, cette chaîne où était né l'Orange, où des fils de paysans sartois avaient monté le D22, sortaient désormais de petits tracteurs peints en vert John Deere. Songez à l'ouvrier qui, ce jour-là, applique pour la première fois du verre américain sur une machine sortie de son usine. Il ne le sait pas encore, mais il répète un geste qu'il refera bientôt pour une autre firme, sous un autre verre. Renault fabriquait des tracteurs verts pour son rival américain, avant même de devenir, quelques années plus tard, un tracteur vert allemand. Le verre était déjà entré dans l'usine. Les ouvriers du Mans peignaient déjà, de leurs propres mains, la couleur du concurrent. La bascule chromatique que l'on pleurera bientôt avait en réalité commencé dans le plus grand silence, sur les chaînes même de l'Orange. La fin avait déjà la couleur qu'on ne lui connaîtrait officiellement que 10 ans plus tard. Mais le moteur ne suffisait pas, il fallait aussi des boîtes de vitesse. Alors, le 7 avril 1994, Bruno Morange, le président de Renault Agriculture, et Dominique Chauvin, le président de Massey Ferguson, créèrent ensemble à Beauvais une coentreprise baptisée le GIMA, 50-50, un capital de 55,4 millions de francs, 630 personnes, pour fabriquer en commun les boîtes de vitesse que ni l'un ni l'autre ne voulait développer seul. Regardez bien ce que cela signifie. Renault, l'ancien roi des campagnes françaises, s'associait désormais à Massey Ferguson, l'un des concurrents étrangers qui avait inondé son marché, pour produire ensemble les organes qu'ils ne savaient pas faire. L'orgueilleuse marque nationale mettait ses moyens en commun avec ceux qui l'avaient délogé de son trône. Et ce ne fut pas tout. Renault distribua les matériels du britannique JCB à partir de la fin de 1995. Il prit une participation dans l'italien Agritalia en 1997. Il monta une coentreprise avec l'indien Sonalika, dirigée par LD Mittal en l'an 2000. Des alliances, partout, dans toutes les directions, avec tout le monde, l'Amérique, l'Angleterre, l'Italie, l'Inde. Vu de loin, cela pouvait ressembler à une stratégie mondiale ambitieuse. Vu de près, c'était le contraire. C'était le mouvement désespéré d'une entreprise trop petite pour survivre seule, qui s'accrochait à tous les partenaires possibles pour continuer d'exister. Là est le vrai diagnostic. Pas une erreur unique, pas une trahison, mais une taille insuffisante dans un monde qui se concentrait. Les géants avalaient les moyens, et Renault Agriculture, malgré son passé glorieux, n'était plus, à l'échelle mondiale, qu'un moyen. Chapitre 11. Non stratégique. Il y a des mots qui tuent plus sûrement qu'une faillite. Dans le langage froid de la gestion d'entreprise, l'un de ces mots est non stratégique. Et c'est ce mot-là qui fut appliqué, un jour, au tracteur Orange. Au tournant du siècle, la direction du groupe Renault prit une décision de fond, se recentrer sur son cœur de métier, l'automobile. Tout ce qui n'était pas l'automobile devenait, par définition, périphérique. Discutable, cessible. Renault Agriculture, cette division héritée de Louis Renault, riche de plus de 8 décennies d'histoire, patrie du D22, premier tracteur de France pendant un demi-siècle, se trouvait désormais du mauvais côté de la frontière, du côté du non stratégique. Regardons les chiffres avec lesquels on la jugea,
car ils sont révélateurs. Renault Agriculture, au début des années 2000, c'était un constructeur d'environ 2000 salariés, présent dans 52 pays, qui avait produit 9343 tracteurs en 2002. Pour n'importe quelle mesure humaine, c'était considérable. Des milliers de familles, une présence sur 5 continents, un savoir-faire de plusieurs générations. Mais à l'échelle d'un marché mondial du tracteur qui se concentrait entre les mains de quelques géants, John Deere, la nouvelle constellation qui deviendrait le groupe CNH, les autres, c'était trop peu. Insuffisamment rentable, sous-dimensionné. Il faut prendre la mesure de ce vertige d'échelle, car c'est lui qui condamne. Face à un John Deere qui vendait chaque année des centaines de milliers de machines dans le monde entier, qui possédait ses moteurs, ses boîtes, ses usines sur tous les continents, les 9343 tracteurs sortis du Mans ne pesaient presque rien. Le marché mondial était entré dans l'ère des fusions, des méga-groupes, de la course à la taille. Ceux qui ne grossissaient pas assez vite étaient avalés ou disparaissaient. Renault Agriculture, coincé entre sa fierté nationale et sa petitesse mondiale, se trouvait exactement dans l'angle mort de cette logique. Trop grand pour être une niche artisanale, trop petit pour être un géant. Et dans ce monde-là, il n'y avait pas de place pour un tracteur français de taille moyenne, aussi aimé fût-il dans ses propres campagnes. La grandeur d'hier ne se monnayait plus. Seule comptait l'échelle de demain. Et voilà comment un demi-siècle d'héritage se réduisit à une ligne sur un bilan. La presse spécialisée américaine décrivit la vente à venir comme la dernière des cessions de Renault. Un actif de plus dont le groupe se défaisait pour se concentrer sur ses voitures. Il faut s'arrêter sur la brutalité tranquille de ce vocabulaire. Actif non stratégique, cession, recentrage. Ce sont les mots d'une note de synthèse, propre, lisse, sans une goutte de sang. Derrière eux, il y avait pourtant 8 décennies d'histoire humaine. La boue d'Erqueville, le char devenu charrue, les landes du Mans bâties dans la bruyère, la paysannerie sartoise faite ouvrière, le D22 dans chaque cour de ferme, le défilé orange sur les Champs-Élysées. Tout cela ne pesait rien, ou presque, dans la colonne où on l'avait rangé. Car la logique comptable ne connaît pas la mémoire. Elle ne connaît que la rentabilité, la part de marché, la taille critique. Et à cette aune-là, le tracteur orange, si aimé fût-il, ne cochait plus les bonnes cases. Il n'y avait dans cette décision ni haine, ni mépris, ni complot. Il y avait quelque chose de plus glaçant encore, l'indifférence. Le tracteur orange n'était pas détesté. Il était devenu, pour sa propre maison mère, quantité négligeable. On ne le condamnait pas par colère, on le cédait par arithmétique. Et c'est peut-être cela, la forme la plus douloureuse de la faim. Non pas d'être combattu, mais de n'être plus jugé digne d'être gardé. Chapitre 12. L'orange devient vert. Le 23 février 2003, à la veille du grand salon de la machine agricole, 2 hommes signèrent un accord. D'un côté, Patrick Faure, directeur général adjoint de Renault. De l'autre, Helmut Klaas, président du conseil de surveillance du groupe Klaas, une entreprise familiale allemande, spécialiste des moissonneuses-batteuses, solide, patiente, ambitieuse. Il y avait quelque chose de terriblement symbolique dans ce calendrier. La signature eut lieu la veille même du grand rendez-vous annuel de l'agriculture française, là où, quelques décennies plus tôt, Renault dévoilait ses cabines nouvelles sous les applaudissements. Le trône changeait de main à la porte de la fête, discrètement, entre gens sérieux. Et l'homme qui recevait l'héritage, Helmut Klaas, n'était pas un financier de passage. C'était l'héritier d'une dynastie agricole allemande, un bâtisseur qui savait exactement la valeur de ce qu'il achetait. Klaas prenait 51% de Renault Agriculture. Les autorités de la concurrence donnèrent leur feu vert le 30 avril 2003. L'accord prévoyait la suite. Une montée à 80%, Renault s'engageant à conserver au moins 20% pendant 7 ans. La mécanique était en marche. En janvier 2006, Klaas passa à 80%. En 2008, à 100%. L'entité changea de nom. Elle s'appela Klaas Tractor. Quant au prix, il ne fut jamais rendu public. C'est un fait qu'il faut dire et redire, parce qu'il résiste à toutes les tentations de la légende. On aimerait pouvoir dire « vendu pour une bouchée de pain » ou citer un chiffre dérisoire qui ferait pleurer. On ne le peut pas. Le montant de la transaction n'a jamais été divulgué.
Tout ce que l'on sait, c'est que l'entité réalisait un chiffre d'affaires de 636,8 millions d'euros en 2002. Encore ce chiffre demande-t-il de la prudence. Selon le périmètre retenu, la seule fabrication ou l'ensemble de la division distribution comprise, d'autres évaluations, plus tardives, ont avancé un montant proche d'1,3 milliard d'euros. On ne parle donc même pas d'une réalité comptable unique. Le reste appartient au secret des affaires. Inventer un prix serait trahir la vérité. Et cette histoire mérite mieux qu'un mensonge, fût-il émouvant. Puis vint la couleur. Dès le 1er octobre 2003, sur les chaînes du Mans, l'Orange Renault commença de céder la place au vert de classe. Un vert que la firme appelait Seed Green, le vert de la semence. Imaginez les ouvriers de la peinture, ceux-là même qui avaient donné à des dizaines de milliers de tracteurs leur orange éclatant, préparaient désormais les bains de vert. Le même geste, une autre couleur. À partir du 1er novembre 2003, tous les tracteurs destinés au marché nouveau sortaient déjà aux couleurs allemandes. En 2004, la gamme Classe, de 35 à 335 chevaux, arrivait officiellement en France. L'orange s'éteignait, teinte après teinte. Il résista encore un peu. Fin 2005, seuls 2 modèles, les Ergo et les Palès, sortaient encore de l'usine sous la marque Renault. Les tout derniers tracteurs orange. Et quand vint leur tour de disparaître, l'amicale du tracteur Renault, ces passionnés qui gardent la mémoire de la marque, écrivit une phrase d'une sobriété déchirante. 5 mots. Pour le tracteur Renault, c'est fini. C'était fini. Il faut s'arrêter sur ces derniers tracteurs orange, les tout derniers, ceux qui sortirent de la chaîne du Mans à la fin de 2005, sachant qu'après eux, plus aucun ne porterait le nom Renault. Quelque part sur la ligne, un ouvrier a monté le dernier. Il ne le savait peut-être pas au moment précis, ou peut-être que si. On imagine mal ce que l'on ressent en assemblant la dernière unité d'une marque vieille de plus de 80 ans, née d'un char, portée par un fondateur mort dans le déshonneur, relevée par une nation, aimée par un peuple de paysans. Le dernier tracteur orange est parti vers une cour de ferme, comme les 31 210 D22 avant lui, comme les centaines de milliers d'autres. Et derrière lui, la chaîne a continué de tourner, en vert. La presse agricole résuma le deuil national d'une formule simple. La France faisait le deuil de son ultime fabricant de tracteurs. Le losange s'effaçait des campagnes. Le réseau des concessionnaires, ces 144 points de vente, ces milliers d'agents qui avaient fait la force tranquille de la marque, basculait un à un sous l'enseigne verte. Les enseignes changeaient au fronton des garages de campagne, les catalogues changeaient de couleur, et dans les cours de ferme, désormais, les vieux tracteurs orange devenaient des survivants, des reliques d'un temps où la France fabriquait encore, sous son propre nom, les machines de sa propre terre. Il faut le dire avec justesse, sans forcer le trait, parce que la vérité est plus subtile que la légende. Classe ne détruisit pas ce qu'il achetait. Bien au contraire. L'entreprise allemande tint ses promesses. Elle investit, elle développa. Elle fit du Mans l'une de ses usines phares. En 20 ans, elle y fabriqua près de 200 000 tracteurs, y doubla les exportations, y engagea plus de 80 millions d'euros. L'usine ne ferma pas, elle prospéra. Ce n'est donc pas l'histoire d'une usine assassinée par un repreneur cynique. C'est autre chose. Quelque chose de plus difficile à pleurer et de plus vrai. Ce n'est pas le site qui est mort, c'est le nom, c'est la couleur. C'est l'idée qu'un tracteur français, fait par des Français, put encore porter fièrement un nom français dans les champs de France. Voilà ce qui s'est éteint le jour où l'orange est devenu vert. Chapitre 13. Ce que l'orange a laissé. Alors, il faut regarder ce qui demeure. 20 ans après, il reste plus de choses qu'on ne le croit. Et il y a les hommes. C'est ici que cette histoire s'écarte de toutes les autres, et qu'il faut le dire honnêtement. Dans la plupart des grandes tragédies industrielles françaises, la fin d'une marque, c'est le chômage, les grilles cadenassées, la ville qui se vide,
les hommes de 50 ans qu'aucune reconversion ne rattrape. Au Mans, non. Le site vivait. Beaucoup d'ouvriers continuèrent de travailler, au même poste, dans les mêmes halles, mais pour Claas désormais, ou pour l'entité automobile de Renault restée sur place. Ils gardèrent leur emploi, leur paye, leur retraite. Ce n'est donc pas de faim ni de chômage qu'il faut parler ici. Ce dont on les priva fut plus difficile à nommer, et peut-être plus subtil. La fierté d'un nom. Hier, un ouvrier du Mans pouvait dire, le dos droit, qu'il fabriquait le tracteur Renault, le premier de France, l'orange que son père avait conduit. Après, il fabriquait un excellent tracteur, mais allemand. Un excellent châssis, mais pour une voiture. Le geste demeurait, l'appartenance avait changé de drapeau. On avait continué de leur payer leur travail. On leur avait seulement retiré le nom sur lequel s'était bâtie leur fierté. Il reste, d'abord, les tracteurs eux-mêmes. Le D22, aujourd'hui, est le tracteur ancien Renault le plus recherché des collectionneurs, précisément pour ce qui a fait sa gloire, sa fiabilité, sa simplicité, ce moteur à air qu'on répare seul. Son frère le D30, celui au moteur Perkins refroidi par eau, est devenu le petit chouchou des passionnés. Partout en France, des hommes restaurent ces machines, cherchent les pièces, retrouvent la teinte exacte de l'orange, se rassemblent le week-end pour faire tourner les vieux diesels. Il existe une presse pour eux, des revues, des amicales. Au Mans même, l'amicale du tracteur Renault, fondée par Jacques Gouet, présidée par Bernard Jaunet, conserve les archives, les documents, la mémoire technique de la marque. L'orange ne vit plus dans les usines. Il vit dans les granges, entre les mains de ceux qui refusent de l'oublier. Et il faut, pour finir, dissiper une confusion, car elle décide du sens même de cette histoire. On croit souvent que l'usine du Mans a fermé. C'est faux. 2 entreprises, aujourd'hui, battent sur ce site, côte à côte. Il y a Claas Tractor, l'ancienne activité tracteur, qui produit toujours l'essentiel des tracteurs Claas dans une usine modernisée que le groupe a inaugurée en 2021 comme son usine du futur. Le groupe Claas emploie aujourd'hui plus de 12 000 personnes dans le monde. Et il y a Renault, toujours présent lui aussi, à travers son entité Auto Châssis International, qui fabrique là des châssis et des essieux pour les voitures de l'Alliance. Environ 2169 salariés, plus une centaine d'apprentis sur 76 hectares. Le site n'est pas une ruine, il n'y a pas de halles vides, pas de boudléa poussant dans les fenêtres brisées, pas de parking fissuré et abandonné. L'usine bat toujours. Ce n'est pas une usine morte. C'est une marque morte sur un site vivant. C'est peut-être cela, l'image juste, celle qu'il faut emporter. Un ouvrier de la Sarthe, fils de paysan, est entré un jour dans cette usine pour construire des tracteurs Orange Renault. Puis, sans changer de chaîne, sans changer de geste, il a construit des tracteurs verts John Deere. Puis des tracteurs verts Claas. La même chaîne, les mêmes mains. 3 couleurs, 3 noms, un seul homme. Le losange s'est effacé de son travail sans que son travail, lui, s'arrête un seul jour. Et la Sarthe, dans tout cela, n'a pas oublié. Dans ce pays où l'usine avait fait d'une paysannerie une classe ouvrière, la mémoire de l'orange reste vive. Les rassemblements de vieux tracteurs Renault attirent chaque année des passionnés qui ne sont pas tous des collectionneurs. Beaucoup sont des fils et des petits-fils d'ouvriers du Mans ou de paysans qui ont labouré derrière un D22. Ils viennent écouter tourner ces moteurs comme on vient écouter une voix disparue. Car ce qui s'est perdu là n'est pas seulement une marque de tracteur. C'est un moment de la France, celui où elle croyait encore, sans même y penser, qu'elle fabriquerait toujours les outils de sa propre terre. La France n'a pas perdu sa marque de tracteur par faillite. Elle ne l'a pas perdue par une seule erreur, ni par la trahison d'un repreneur. Elle l'a perdue parce qu'une entreprise d'État trop petite, privée de son moteur par un rachat qu'elle n'avait pas vu venir, affamée d'argent par une maison mère au bord du gouffre, a fini par être jugée non stratégique par ceux-là même qui en avaient hérité, et cédée à l'Allemagne, proprement, comptablement, sans un cri. Le char de Louis Renault avait vaincu l'Allemagne en 1918.
La charrue née de ce char porte aujourd'hui, sur le même sol du Mans, les couleurs d'une entreprise allemande qui fabrique, ironie ultime, des versions chenillées. Le cercle s'est refermé, en verre. Mais quelque part, dans une cour de ferme de la Sarthe, un vieux D22 orange attend, restauré, luisant, le capot repeint avec amour. Son moteur à air claque encore, sec et franc, dans le matin froid. Et tant qu'un homme, quelque part, prendra la peine de le faire tourner, l'orange n'aura pas tout à fait disparu des champs de France.